Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir le docteur Rougemont-Puking et je suis vraiment honorée de cette rencontre. Bonjour Ansgar et merci vraiment de votre disponibilité. Bonjour Audrey, merci de m'avoir invité pour cet échange. Je me réjouis de parler de la dysplasie traumatique et d'autres sujets avec vous. Hmm. Donc Ansgar, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, addictologue et surtout traumatologue. Vous êtes un défenseur de la psychiatrie intégrative. Vous accompagnez vos patients en utilisant des états modifiés de conscience, en particulier la méditation, le MDR et les psychédéliques. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage L'ère des vampires, sous-titré Comment la dissociation traumatique structurelle conduit notre société dans une spirale de violence. Un ouvrage passionnant et profondément humain que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos auditeurs. Donc, à la lecture de votre livre, on comprend très vite que le traumatisme touche beaucoup plus de monde qu'on imagine. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui fait qu'un événement difficile devient traumatique? Et quelle est la différence entre un traumatisme simple et ponctuel d'un traumatisme complexe? Très bien, donc c'est une bonne question pour débuter. Moi, je m'appuie beaucoup sur les travaux du psychotraumatologue français Pierre Janet, qui a défini le traumatisme comme un événement qui surcharge les capacités d'intégration de l'organisme. Donc, en principe, notre organisme est capable d'intégrer, de gérer, de digérer toutes sortes d'événements stressants. On est fait pour, on a un système physiologique de réaction au stress et on arrive à se défendre, à fuir et à survivre. Et c'est tout à fait normal d'être stressé, hein. Ça, c'est une chose. Mais le problème est parfois les éléments stressants sont tellement importants que le système n'arrive pas à les digérer. Donc, ça dépasse un peu de ce que l'organisme est capable de absorber. Et Pierre Janet et bien d'autres psychotraumatologues appellent ce problème donc une sorte de surcharge des capacités intégratives de l'organisme. À savoir, il y a une partie de l'événement qui reste indigeste et qui par la suite pèse sur l'organisme et qui va produire des symptômes. Tant que le stress n'est pas intégré, ça va continuer à produire des symptômes. Et ça, c'est une chose. Et donc, il faut savoir aussi que, comme j'ai dit, l'organisme est prêt à digérer beaucoup d'événements stressants, mais qu'est-ce qui fait en effet que cette digestion est entravée? Et là, je tiens à préciser que ce qui est important, c'est de voir comment est gérée la phase péritraumatique, post-traumatique, relativement court après l'événement, hein. Donc, et on focalise beaucoup dans notre compréhension du trauma sur des événements dramatiques, ça c'est vrai, hein. Sans un événement stressant, il n'y aura pas de traumatisme, ça c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est de voir comment la victime ou la personne ou l'organisme qui a vécu a été soutenu ou pas dans la phase péritraumatique, post-traumatique aiguë. Et là, on constate que souvent les victimes sont laissées seules. Et quand on est seul face à quelque chose qui est énorme, souvent on n'arrive pas à le traiter correctement. C'est ça que je tiens à dire pour commencer. Hmm. Vous expliquez aussi dans votre ouvrage que la dissociation traumatique structurelle est une scission de la personnalité en deux parties distinctes, la partie apparemment normale et la partie émotionnelle. Pouvez-vous nous expliquer ça? Parce que si j'ai bien compris, cette division résulte de traumatismes individuels, transgénérationnels, culturels et même, si je vais beaucoup plus loin, enfin, politique, économique. C'est pour ça que votre ouvrage est vraiment complet, hein, parce qu'il balaye tout ça. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, un événement traumatique l'est parce que l'organisme ne sait pas quoi en faire, hein.
Et peut-être encore la réponse par rapport à un trauma complexe chronique, c'est quand l'organisme sait que le facteur de stress va revenir, hein, et qu'on ne peut pas changer ça et que la prochaine exposition n'est pas évitable. En quelque sorte, la personne doit trouver un modus vivendi, hein, elle doit s'arranger avec cette réalité-là, en s'identifiant aussi avec la logique derrière ce système, hein. On s'adapte. On peut aussi dire qu'on se soumet, une sorte de dynamique de soumission. Et dans cette soumission, il y a deux parties là. Il y a une partie qui est choquée par l'événement, hein, c'est la partie émotionnelle, qui vit l'horreur de l'événement, de la maltraitance, du stress. Et l'autre partie qui essaie de s'arranger, hein, et qui prétend que c'est pas grave, c'est normal, je peux faire avec, tout va bien, hein. Et donc, cette adaptation à une maltraitance ou un facteur de stress répétitif auquel on ne peut pas échapper, ce qui est typique pour le trauma complexe, amène la victime à s'organiser dans sa personnalité dans deux parties distinctes qu'on appelle la partie émotionnelle, la PE, et l'autre partie, la partie apparemment normale, la PAN, pour fonctionner, pour survivre. Et par contre, on pourrait croire de l'extérieur que la personne est normale et qu'elle est même épanouie, hein, qu'elle a même des réussites dans ce système, elle s'adapte. Et on peut l'applaudir, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de facteurs de résilience, mais le problème est que globalement, la personne n'est pas en paix, elle n'est pas dans un mode de vie, elle est dans un mode de survie. Hmm. Hmm. Et la personne elle-même aussi peut avoir cette non-compréhension, penser que tout va bien, et pas réaliser qu'il y a encore des parties en souffrance d'ailleurs, hein. Voilà, c'est ça le problème avec la dissociation, que la partie trop douloureuse, qui n'est pas digérée, elle est tellement mise loin dans quelque chose qu'on appelle l'amnésie dissociative, notamment, que la personne n'a pas conscience qu'elle porte cette charge traumatique. Elle pense qu'elle vit une vie normale et c'est ce qu'elle essaie de prouver à elle-même et aux autres constamment. Et elle réalise pas à quel point toute sa motivation, toute sa perception de la réalité, comment même son intimité, ses relations intimes sont formatées par cette réalité traumatique qui n'est pas intégrée. Hmm. Dans la psychiatrie classique, en fait, la dissociation est souvent vue comme un simple symptôme pathologique, notamment associé à la schizophrénie, aux troubles dissociatifs, au stress post-traumatique. Elle est perçue majoritairement comme anormale, problématique, voire délirante, hein, parfois. Dans votre livre, vous semblez plutôt la considérer comme une stratégie d'adaptation à un trauma, c'est ce que vous nous expliquez là, hein. Et pouvez-vous nous expliquer cette différence de regard et pourquoi elle est si essentielle à vos yeux? Euh, pour moi, la dissociation est quelque chose qui, dans tous les cas, est problématique parce que ça empêche la personne à vivre son plein potentiel humain. Mais le problème est le degré de conscience qu'on peut développer par rapport à cette réalité-là. Et une des thèses de mon livre est de dire que nous sommes tous dissociés à des degrés variables dans notre normalité sociétale, mais nous n'avons pas conscience de cet état-là et nous faisons des choses qui, globalement, vues avec une certaine distance, sont absurdes, hein, qui nous amènent notre espèce à la crise collective humanitaire et écologique, qui s'explique par cette dissociation-là, à mon avis. Mais le problème est qu'on n'a pas conscience, développer la conscience de cet état-là et qu'on trouve normal, et on va même défendre farouchement notre normalité comme étant la seule manière de vivre notre vie, alors que sur le fond, nous faisons rien d'autre que encore creuser et aggraver notre état dissociatif en le faisant. Donc pour moi, c'est la difficulté de prise de conscience qui est empêchée par la réalité douloureuse, horrifiante de la partie émotionnelle qu'on ne veut pas voir parce que ça fait trop mal et on ne sait pas quoi faire avec. Il manque des moyens aussi d'intégration et de traitement en psychiatrie, notamment la psychothérapie qui est juste axée sur le cognitif, l'intellectuel, la parole, et qu'on ne sait pas quoi faire de cette charge-là. Et donc,
en absence d'outils efficaces, on fait que aggraver le problème parce qu'on ne veut pas le voir. Et vous avez juste dit que on est d'accord aujourd'hui de dire que les mécanismes de dissociation, c'est une stratégie d'adaptation et de survie, hein. Ça aide l'organisme à vivre sur le moment et de survivre par rapport à un facteur de stress, mais à long terme, elle reste figée dans ce mode de survie et elle n'atteindra pas le mode de vie holistique qu'on souhaite à tout être vivant. Donc si je comprends bien, si je résume ce que vous dites, la dissociation, c'est une tentative de survie de l'organisme face à l'insupportable. Elle est fonctionnelle au départ. Elle permet à l'enfant, à l'individu ou à la psyché de continuer d'exister en mettant à distance ce qui est douloureux, l'émotion, voire des fois la mémoire, hein, pour ceux qui oublient. Et elle devient pathologique quand elle se fige et si le contexte ne permet pas l'intégration ou si elle est mal comprise. Est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais dire si elle est psychiatrisée au lieu d'être accompagnée? Ben, le problème étant que la dissociation n'est pas résolue, n'est pas intégrée dans une vision d'ensemble intégratif, hein. Elle va persister, elle a tendance à se chronifier, hein, de s'aggraver même. Et la chose qu'il faut, c'est important de comprendre, ça va générer même une dynamique qu'on peut appeler une prophétie autoréalisatrice. À savoir la personne qui vit dans une dissociation parce qu'elle veut pas voir un certain traumatisme, hein, une certaine douleur qu'il a, elle va tragiquement, elle va générer, elle va entrer dans des relations, dans des fonctionnements qui vont encore tragiquement répéter la chose la plus redoutée. Donc c'est ça la grande absurdité d'un trauma non intégré, que l'entité concernée, elle va, sans le vouloir, elle va créer la chose qu'elle redoute le plus, hein. Donc ça, on voit par exemple dans les personnes qui ont vécu des situations d'abandon gravissimes, elles ont une telle problématique d'attachement insécure que dans leurs relations significatives, elles vont se comporter d'une manière qui va amener finalement à une nouvelle rupture. Et donc la chose la plus traumatique, la plus horrible pour ces personnes, elle va se reproduire maintes fois tant que la personne n'a pas réalisé le vrai problème de base et qu'elle n'a pas en quelque sorte intégré et guéri ce traumatisme-là. Ouais, ouais, donc on comprend bien le apparemment normal qui permet de fonctionner en fait, hein, et puis le trauma qui est caché sous le tapis, si je peux dire ça, Oui, pour éviter la souffrance, mais qui se reproduit. Est-ce qu'on peut dire que ça se reproduit jusqu'à ce que ça finalement, jusqu'à ce que ça explose pour pouvoir être conscientisé? oui. En effet, c'est aussi ce que je pense qui se passe maintenant à l'échelle collective, hein, que nous sommes confrontés à réaliser toute l'ampleur de la traumatisation transgénérationnelle depuis des millénaires qui guide notre civilisation en quelque sorte, et nous sommes tous soumis à cela, et que en quelque sorte le système va dans une telle crise, dans une telle voilà, catastrophe collective en ce moment que on sera obligé de voir les choses en face, hein. Et c'est ça malheureusement de ce que aussi on peut aussi dire Carl Gustav Jung, hein, vous le connaissez, il a dit cette phrase, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous allez appeler ça normal et le destin, hein. Et donc, c'est ça, c'est décrit très bien cette dynamique de la dissociation traumatique structurelle où l'entité, tant qu'elle n'a pas réalisé ce qui est le vrai problème d'origine, elle va s'enfoncer dans la mise en scène toujours plus dramatique de sa problématique de base. C'est vraiment intéressant et euh, ça me fait penser à si la dissociation est nourrie par l'isolement, ce qui est souvent le cas des personnes qui souffrent de pathologies mentales, si elles sont très isolées, hein, très souvent, quoi. Et si cette dissociation est aussi nourrie par la perte du lien au corps, à la nature, aux autres, quel est le rôle pour vous du lien
dans ce processus de guérison et de quel lien parle-t-on exactement? Humain, corporel, spirituel? Et Hmm. peut-être que se passe-t-il quand ce lien est restauré? Donc, en quelque sorte, ce que vous dites, c'est très évident. Le rétablissement du lien est l'ingrédient de guérison le plus important dans une telle situation de dissociation, parce que la dissociation ne signifie rien d'autre, comme on l'a vu, comme une sorte de scission de la personnalité dans des parties qui sont tous traumatisées, hein. Et peut-être encore une précision importante parce que on a, je pense que beaucoup de gens ont compris qu'il y a le traumatisme, ça existe, ça laisse des traces, hein, ça génère une partie émotionnelle en souffrance et on est beaucoup focalisé sur cette partie, la partie émotionnelle, en disant c'est ça le problème, hein. Mais ce qui est révolutionnaire et très important à comprendre avec ce modèle de la structure dissociative, qu'est l'autre partie qu'on appelle normale, apparemment normale, où on pense qu'elle est saine. Elle a plein de ressources, elle fait plein de choses utiles, elle est applaudie, hein, elle a du succès au travail, dans les relations, elle fait des choses magnifiques. Et il faut reconnaître que cette partie, elle est autant malade que la partie émotionnelle, hein. Et ça, c'est le message que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Ça, c'est vraiment la chose difficile de questionner la normalité. Et c'est pour ça, ce modèle, en quelque sorte, ça fait peur, parce que tout le monde doit se poser la question dans la normalité que j'apprécie chez moi, les autres apprécient chez moi. Quelles sont les parties, les composantes à la base qui sont aussi l'expression d'une rupture traumatique, hein. Et donc, l'idée d'une thérapie, c'est de reconnecter ces parties-là, hein, de faire la paix entre la partie qui dit moi j'ai mal et l'autre partie qui dit ah non, tout va bien, hein, et de reconnecter ces parties-là. Et une thérapie réussie, ça signifie rien d'autre qu'il n'y aura plus ni l'un ni l'autre, hein. Il y aura juste un être humain qui est connecté pleinement à son expérience de vie du présent. Donc, il n'y a plus cette scission et en quelque sorte le lien qu'on peut établir déjà dans sa propre personne, hein, dans son corps, dans toutes les parties de ses souvenirs, en quelque sorte, on peut y accéder. Et bien sûr aussi, on est connecté aux gens autour de nous, à la nature, au monde et même à une certaine évidence spirituelle transcendante. Hmm. Alors, je vous suis vraiment à 100% hein, dans cette réflexion-là, parce que c'est vraiment ce que j'ai découvert, en fait, avec les groupes d'entraide. Euh, les groupes, j'ai fait du bénévolat au sein d'une association, le réseau français des entendeurs de voix, mais aussi on a co-créé avec des amis un groupe d'entraide sur les violences sexuelles. Et la force du lien, la force de l'entraide, elle est juste impressionnante. Et, et ce que je vois moi là derrière, c'est finalement peut-être ce qui n'existe pas dans nos hôpitaux et dans les accompagnements où il y a cette scission qui est faite. Et vraiment, oui, je trouve très très important ce lien. Et Moi, je peux dans ce... peut-être répondre Oui. sur ce que fait la psychiatrie conventionnelle dans le paradigme actuel. Ce qu'on fait, c'est on essaie de supprimer, de contrôler les manifestations de la partie émotionnelle, sous forme d'attaques de panique, euh, des états dissociatifs où la personne est dans la déréalisation, elle est vraiment pas en contact avec la réalité. Donc, ces manifestations de la partie émotionnelle, dans l'horreur du trauma, hein, quand ça émerge, on essaie de couvrir ça, notamment avec les médicaments, hein, où on va moins sentir la douleur, hein, ça c'est vrai. Et de l'autre côté, la psychiatrie, elle va pousser la partie apparemment normale pour dire, ah oui, mais tu as eu des succès au travail, il faut refaire ça, il faut reconnecter, il faut aller plus vite au travail, il faut à nouveau retourner dans des performances. C'est ça qui est la thérapie, c'est ça ce qui est la guérison. Et donc le paradigme actuel de la psychiatrie ne fait rien d'autre que renforcer la dissociation structurelle traumatique des personnes. Au lieu d'essayer de trouver, c'est ça aussi que je déplore, hein, essayer de trouver le sens de l'expérience, là, ce que j'appelle la phénoménologie. Quel est le vécu de la personne qui vit un état dépressif, qui vit une rupture, qui revit un deuil, hein, comment elle se sent dans son essence la plus profonde. Et c'est ça qu'on a un peu perdu dans la psychiatrie actuelle. Hmm.
Ouais, ouais, et finalement, on se rend compte le monde autour de nous peut être source de souffrance et comment accompagner quelqu'un sans lui demander justement de s'y réadapter à nouveau. Est-ce que guérir, ce serait plutôt retrouver un autre lien au vivant, aux autres, à notre véritable nature, plutôt que de fonctionner à nouveau? C'est ce que vous êtes en train de dire en fait. Oui, et pour moi, ça, c'est le résultat d'une adaptation de plusieurs millénaires qui, à mon avis, est synonyme de ce qu'on peut appeler le patriarcat, hein. Le patriarcat qui est basé sur certaines idées, il y a l'autorité, il y a la possession, il y a de la nécessité de se soumettre à une logique de production, de produire la nourriture, ce genre de choses. Et cette logique-là, elle amène les gens en quelque sorte à se soumettre, à accepter la maltraitance, et on trouve ça normal. Et dans la logique de notre temps, dans notre ère, hein, que j'appelle ère des vampires, et, je peux aussi, on peut aussi voir une sorte d'idéalisation du sacrifice et de la souffrance. J'appelle ça de la érotisation de la souffrance et du sacrifice. Et en même temps, on trouve une diabolisation de l'extase, hein. Donc tout le combat des religions monothéistes contre la sexualité notamment et toute cette idéalisation du sacrifice, y compris le sacrifice du Christ sur la croix, est idéalisé. Et ça aussi, ça sert en quelque sorte la doctrine, le dogmatisme patriarcal, qui est un problème très très profond dans notre ère. Est-ce que vous pouvez développer justement un petit peu cette érotisation là, un petit peu développer un peu plus? Donc, je veux dire, avec l'érotisation de la souffrance, bien sûr, c'était peut-être une adaptation nécessaire pour s'adapter aux difficultés de la vie matérielle. Pendant très longtemps, l'humanité était menacée par la famine. Il y a eu des maladies, il y a eu des guerres, et qu'il fallait vraiment serrer les dents pour survivre. Et c'était une évidence. Et ce que j'entends toujours aussi par des gens qui disent, mais c'est tout à fait normal, on doit travailler. Si on ne travaille pas, on meurt de faim. Bien sûr, c'est vrai. Donc, c'est en quelque sorte une adaptation qui était nécessaire pour la survie de l'espèce à travers des siècles, hein. Donc, on comprend bien pourquoi c'était plus important de travailler et de produire la nourriture que de faire la fête et de ne penser pas à l'avenir, hein. Donc, je dois accepter, je dois concevoir que cette adaptation que j'appelle érotisation de la souffrance et diabolisation de l'extase était une logique adaptative, dissociatif, utile pour la survie de notre espèce pendant très longtemps, hein. Et, mais le problème est qu'on maintient ça alors que, avec le développement de la technologie, on est arrivé dans un stade où on n'aura plus besoin de cette idée-là, hein. Avec la robotisation et l'automatisation de, notamment de la production, la distribution de la nourriture, on n'aura plus besoin que autant de personnes travaillent autant, hein. Et donc, on devrait changer notre rapport à la réalité, hein. Et ça, c'est un phénomène qui est aussi typique pour la dissociation structurelle, que les gens qui vivent ça vivent dans quelque chose qu'on peut appeler un déficit de contextualisation. Donc, on n'est pas en contact avec le contexte du moment, mais on est encore en train de vivre comme si on était dans le contexte de la surcharge traumatique du passé. Et c'est ça que j'observe dans notre société, que on continue à vivre selon des mécanismes adaptatifs qui datent il y a quelques millénaires ou quelques centaines d'années, aujourd'hui même, alors que on pourrait faire les choses différemment grâce à la technologie. Et ça, c'est une sorte de décalage contextuel qui est typique pour la dissociation structurelle traumatique. Et la thérapie, en quelque sorte, consiste à rien d'autre à équilibrer, à recontextualiser notre rapport à la réalité comme elle est aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas fait ça, l'humanité va plus encore aller dans des choses malsaines, pathologiques, catastrophiques. Hmm.
Ouais, tout à fait. Et d'où cette violence qu'on voit augmenter, d'où cette augmentation ben, de personnes qui sont en souffrance en fait mentale, psychologique, etc. On voit bien ces dernières années à quel point ça a augmenté. Hein. Euh, Est-ce que ça serait une évolution nécessaire finalement pour faire avancer les choses? Est-ce que ça fait partie d'un processus finalement pour que les gens puissent de nouveau euh, s'ouvrir à une conscience peut-être autre? Oui, malheureusement, je suis d'avis que probablement l'être humain n'est pas capable de sortir de cette impasse dissociative sans passer aussi à être en quelque sorte bouleversé, réveillé par des événements hautement stressants, traumatiques qui font qu'en quelque sorte on commence à se poser des questions. Parce que tant que ça reste globalement encore juste supportable, je peux encore faire un petit effort, encore un petit effort, encore un petit effort, les gens restent dans la dissociation. Et malheureusement, et ça c'est que je vu chez beaucoup de mes patients et aussi chez moi dans ma propre vie, quand il y a des choses hautement stressantes, traumatiques qui arrivent dans notre vie, à un moment donné, on s'arrête et on veut comprendre, on se pose des questions et on ne veut pas juste continuer comme avant. Et ça, je pense, j'ai souvent vécu et observé dans la sphère individuelle de prise de conscience, dans un contexte de réalisation traumatique, qu'est-ce qui se passe, hein, on commence à se poser des questions. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui va arriver à l'humanité de manière collective, que les catastrophes qui nous attendent, qu'on est déjà en train de vivre, vont être tellement rudes, et ça va en quelque sorte nous réveiller, je l'espère. J'espère que le dégât soit pas trop grave. J'espère qu'on arrive encore à le faire sans qu'on doive vraiment passer par des choses extrêmement néfastes pour la qualité de vie sur cette planète. Ça, c'est mon espoir. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Mais peut-être on va passer par une sorte de cataclysme qui fait que la vie sur cette planète va être très difficile pour quelques millénaires à venir, hein. Hmm, Oui. hmm. Oui, oui, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de vous offrir la parole, parce que je trouve que votre ouvrage explique vraiment bien tout ça. Et vous utilisez d'ailleurs des archétypes, je trouve, forts aussi, hein, ne serait-ce que dans la couverture du livre et dans les archétypes que vous utilisez, hein, le vampire, le zombie, le loup-garou, pour parler de cette dissociation et de violence collective. Hein. Vous parlez de syndrome de Stockholm collectif, voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu développer voilà, ces archétypes et est-ce que au fond ce sont pas là des figures de notre ombre au sens jungien, hein, comme vous avez cité tout à l'heure? Oui, volontiers. Donc pour moi, j'ai volontairement utilisé ce langage métaphorique fort. On peut me critiquer pour ça, je suis conscient. On peut dire c'est une dramatisation, c'est exagéré, hein, j'entends ça souvent comme remarque. Mais pour moi, c'était vraiment l'intention de nommer le problème à sa racine, de vraiment dire de ce qu'on vit, ce que beaucoup de gens dans la normalité vivent comme expérience difficile, hein. Et de nommer un chat un chat. C'était ça mon but, hein. Et dans ce sens, c'est un titre très confrontant. Je parle du vampirocène, l'ère des vampires, hein. Et pour moi, mon idée, c'est si on pouvait se mettre d'accord tous de nommer notre ère une ère qui est traumatiquement formatée, et quand on est d'accord de réaliser ça ensemble, on trouvera aussi très facilement les solutions à ce problème-là. Pour moi, c'est ça la prise de conscience. Ça commence à nommer la chose, le problème à son origine. Et c'est ça que je souhaite obtenir avec ce livre. Donc moi, je définis, comme vous l'avez mentionné, trois archétypes, hein. C'est les loups-garous, c'est les zombies et c'est les vampires, hein. Et pour moi, ce sont des figures métaphoriques qui représentent donc les problèmes que beaucoup de gens vivent
à leur fort intérieur, quelque part, dans la normalité sociétale. Hein. Et pour moi, juste pour commencer, le loup-garou, c'est la personne qui vit une frustration émotionnelle très profonde et souvent sexuelle très profonde et qui amène un déséquilibre émotionnel très marqué qui fait que la personne est une personne en colère, une colère très profonde qui peut se manifester par la suite par des actes d'une destructivité énorme, notamment les shootings aux États-Unis, hein, où les gens vont descendre dans la rue et tuer beaucoup de personnes juste comme ça, ou alors aussi les attentats à des fanatiques religieux qui vont aussi tuer un maximum de personnes juste par colère, hein, par frustration sexuelle. Et je vois ça dans beaucoup de dynamiques sociétales, qui a une colère qui n'est pas exprimée autrement et qui a sa base dans une frustration, d'une carence très profonde de nos besoins émotionnels et sexuels. C'est ça que j'observe du côté de la colère, hein, de cette figure du loup-garou, hein, qui se transforme. Et ça, c'est aussi, j'aime bien cette idée du loup-garou dans la vie normale. Pendant la journée, c'est une personne normale, hein, qu'on dirait, elle est bien adaptée, elle travaille, elle paye ses factures, elle a des amis, hein, mais dans la nuit, surtout dans l'Internet aussi, hein, ce sont des personnes qui sont remplies de colère et qui vont se connecter avec d'autres personnes en colère, qui ont des fantasmes de viol, des fantasmes d'attentats, et qui vont en quelque sorte nourrir leur identité de colère. Hein. Et par moments, ça peut exploser sous forme d'attentats qu'on a aussi connus en Europe. Hein. Donc, c'est pas que seulement un phénomène aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc ça, c'est le loup-garou. Par la suite, une autre figure qui est très fréquente dans notre société, c'est la personne qui s'est découpée de ses émotions, hein, qui vit dans un état un peu d'anesthésie, on peut dire ça. Hein. Et c'est pour moi le zombie, hein, qui est déshumanisé, qui a abandonné un peu son côté humain parce qu'il a l'impression qu'il ne pourra pas le vivre, il n'y a pas de place pour ça, hein, il ne s'est pas accueilli, et qui, en quelque sorte, survit en s'étant découpé de ses émotions. Et ça, pour les zombies, je fais la distinction entre deux types de zombies. Il y a une partie des zombies qui sont pour moi les zombies mouillés, hein, et les autres sont les zombies secs. Et les zombies mouillés, ce sont ceux qui ont besoin de prendre des médicaments ou des substances addictives pour survivre, hein. Ce sont des personnes dépendantes aux substances, mais aussi beaucoup de personnes en psychiatrie qui peuvent seulement fonctionner quand ils prennent des antidépresseurs ou des neuroleptiques qui ont comme effet de couper court l'émotionnalité. Et donc les zombies mouillés peuvent seulement fonctionner avec un apport constant d'une substance chimique pour contenir l'émotionnalité, qui n'est pas gérable sinon. Ça, c'est le zombie mouillé. Et le zombie sec, c'est les personnes qui se sont adaptées à la vie sociétale, qui n'ont pas forcément besoin des substances chimiques, mais qui sont quand même découpées de leur émotionnalité, qui fonctionnent parfois très, 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 très bien, qui sont très performants, très compétents dans les domaines, mais qui sont découpés de leur émotionnalité. Donc ça, c'est les zombies secs. À mon avis, il y en a beaucoup. Hein. Et par exemple, j'ai donné dans mon livre l'exemple de Eichmann, c'était un haut rang des nazis qui a organisé le Holocauste, hein, de la tuerie des Juifs, hein, et qui était très efficace à organiser ça, hein, mais très distant aussi, qui n'a jamais tué une personne lui-même. Hein, mais qui était identifié avec cette logique-là et qui a mis son énergie, toute son intelligence à disposition pour une meurtrière colossale que l'on connaît. Et pour moi, c'est l'exemple typique pour un zombie sec, qui est pour moi l'archétype de violence qui est le plus dangereux. Parce que ce sont des gens qui peuvent exceller dans des tâches administratives et qui peuvent inventer des choses très efficaces dans une logique de perfectionnement déshumanisé. Hein. Ça, c'est les zombies secs. Et le troisième type des archétypes, c'est, comme le dit le titre, ce sont les vampires. Ce sont les vampires, c'est à la base, c'est la personne qui a une problématique de narcissisme, hein,
qui a besoin d'utiliser les autres êtres humains et les animaux ou toute la nature pour faire croire qu'elle a une valeur et une importance particulière, qu'elle est meilleure que les autres. Et en quelque sorte, le vampire, il souffre rien d'autre d'une image de soi très, très endommagée. Et pour ne pas être en contact avec cette souffrance qu'elle porte en elle-même, elle a besoin constamment d'extraire et d'utiliser les autres pour faire croire à tout le monde qu'il est meilleur que les autres. Et c'est ça pour moi le problème de base, en quelque sorte, de notre société. Hmm. Est-ce que nous sommes finalement pas tous appelés individuellement ou à rencontrer finalement ces parts rejetées de nous-mêmes parce que pour guérir individuellement et collectivement en fait. Est-ce que c'est pas ça une des solutions? C'est d'aller justement voir nos parts d'ombre et puis parce que c'est vrai que quand on lit votre ouvrage, finalement on se retrouve un peu dans tous ces archétypes quelque part. Euh, Voilà, donc c'est ça le côté difficile et courageux de cette lecture ou de cette prise de conscience, c'est de réaliser que ça nous concerne tous, ça me concerne moi. Je dois reconnaître quelle est ma colère, quelles sont mes frustrations, où je suis découpé de mon émotionnalité, est-ce que j'accepte des choses inacceptables, est-ce que je prétends que tout va bien alors que c'est pas le cas. Est-ce que j'utilise aussi les autres personnes autour de moi, mes réseaux, mes contacts, pour avoir des avantages, hein? Tout ça, c'est des choses qu'on doit se poser. Aussi, notre manière de consommer. Est-ce que je trouve normal d'aller prendre un vol bon marché pour aller dans un pays où les gens sont payés misérablement? Et je trouve ça normal, mais ça me fait du bien et je veux pas voir ce que ça signifie pour les autres, hein. En principe, ça concerne tout le monde. Et c'est ça le côté difficile de ce livre et de ce processus de prise de conscience. hmm. Dans votre pratique, vous travaillez avec les états modifiés de conscience, le MDR, les psychédéliques. En quoi ces expériences peuvent-elles aider à nous reconnecter peut-être à ces parties dissociées de l'être, voire même peut-être ouvrir à une dimension plus spirituelle vers la guérison? Je pense que ces substances ont haut potentiel de faciliter ce travail, mais c'est pas non plus une baguette magique, hein. On doit être très très vigilant de l'encadrement, de l'intention, de l'honnêteté intellectuelle en faisant cela. Mais ces substances peuvent quand même nous faciliter à prendre conscience du problème. Notamment, par exemple, j'amène toujours l'exemple de la MDMA, hein, ce médicament, cette substance ecstasy, qui facilite l'accès à des souvenirs trop douloureux, hein, qui souvent sont cachés dans une amnésie dissociative. Et on sait que la MDMA a la particularité de freiner l'activation de la peur dans le cerveau lorsqu'on se souvient de quelque chose de pénible, hein. Donc ça, c'est un exemple qui permet de surmonter l'évitement phobique de la mémoire traumatique, comme on appelle ça, et d'avoir quelque chose qu'on n'a pas pu voir pendant longtemps ou jamais. Et en réalisant des choses tranquillement, on peut dire, j'ai plus besoin de vivre dans ma peur, j'ai plus besoin de croire que je suis menacé dans ma vie tous les jours, et je peux aller de l'avant et vivre autrement ma vie. Ça, c'est des choses qui amènent, par exemple, cette MDMA. Et une autre particularité des substances psychédéliques, c'est de normaliser le déficit de contextualisation que j'ai déjà mentionné, qui dit, comme j'ai déjà expliqué, que la personne traumatisée, elle ne vit pas réellement dans le contexte du présent, mais elle vit encore dans une réalité vécue au moment de la surcharge traumatique. Et de réaliser ça, en quelque sorte, que je vis encore dans l'anxiété, dans l'hypervigilance, dans la peur, dans la colère qui était typique pour le moment de mon trauma, de réaliser que c'est plus nécessaire, c'est plus adapté, ça amène aussi à un autre regard sur la réalité du moment et adapter ses comportements et ses relations en fonction de cette réalisation. Hmm.
Oui, c'est clair. C'est comme tout, je dirais comme tout outil, hein. Voilà, c'est pas. C'est vrai que bon, c'est un peu une mode en ce moment, hein, ce côté prise en charge, voilà, par les psychédéliques. Mais effectivement, vous dites bien que bah, voilà, c'est pas la solution à tout. Et que c'est pas non plus pour toute personne d'ailleurs, hein, adapté à toute personne. Et, et j'aimerais aussi aborder peut-être ce qui pour moi semble important, c'est finalement l'intégration de ces dimensions invisibles et spirituelles dans le soin. Et ce qui, à mon avis, manque profondément dans la majorité des accompagnements qu'on peut trouver. Est-ce que vous pouvez aborder ça? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est d'essayer de retrouver le sens. Hein. Quel est le sens pour la personne qui vit une expérience particulière? Ça peut aussi une expérience spirituelle, transcendante, notamment avec les thérapies psychédéliques, mais ça peut aussi de réaliser à quel point on a vécu quelque chose de trop difficile. Quel est le sens qu'on donne à ça? Pourquoi on vit ça? De quoi en faire pour intégrer ça dans une vision d'ensemble de son existence? Et en quelque sorte de trouver la paix avec ces expériences, hein. C'est très important pour moi aussi que quand on parle du trauma et de la prise de conscience du traumatisme, c'est de pas sombrer dans l'identité de victime, hein. Parce que ça, en quelque sorte, être dans l'identité de victime n'est rien d'autre que de vivre le déficit de contextualisation. On est toujours dans l'idée, je suis la victime et je me permets pas, je m'autorise pas de m'épanouir aujourd'hui parce que je porte encore ça comme identité. Et c'est aussi une des buts de cette thérapie, de sortir de l'identité de victime et de savoir aussi, ça c'est l'autre conséquence de tout ça, on doit reconnaître qu'on est responsable entièrement pour sa vie ici et maintenant. Je peux pas excuser en quelque sorte mes manquements, hein, ma passivité par l'idée parce que je suis une victime, hein. Donc on doit, et c'est ça aussi le côté qui est difficile dans cette prise de conscience, pas seulement de réaliser qu'on a été victime, mais aussi réaliser qu'on ne peut plus rester victime aujourd'hui et on doit être responsable de ce qu'on fait ici et maintenant. Exactement. Comme on pourrait faire un parallèle finalement avec le patient, voilà, qui souffre, la personne qui souffre de pathologie mentale et qui s'identifie finalement à sa maladie. Et finalement, ces ouvertures qu'on peut voir maintenant qui émergent de rétablissement où finalement la personne va finalement sortir de cette identité de patient pour reprendre son pouvoir face à la pathologie et finalement peut-être bah, sortir voilà, ces étiquettes-là et de pouvoir vivre avec peut-être avec la maladie, peut-être même avec des symptômes, peut-être, mais en tout cas en étant acteur de son rétablissement. Oui, c'est ça. Pour moi, l'idée de base que je souhaite amener, c'est que les gens réalisent d'un côté qu'ils ont été figés pendant très longtemps dans un mode de survie de victime. Et le but de cette prise de conscience, c'est pas de se venger, c'est pas d'exprimer sa colère de manière destructrice, mais c'est d'arriver dans quelque chose que j'appelle le mode de vie, hein. La vraie vie holistique, on est connecté à soi-même, aux autres, on peut se réjouir, qu'on peut vivre des émotions désagréables, c'est pas la fin du monde. On peut aussi vivre l'extase, c'est une bonne chose. On n'a pas besoin de la culpabilité parce qu'on va bien et qu'on est en contact avec soi-même ici et maintenant et qu'on assume la responsabilité pour ses actes, hein. Et pour moi, c'est ça que j'appelle le mode de vie. Et comme je l'ai déjà mentionné, je suis d'avis que notre culture générale, notre civilisation, on n'est toujours pas arrivé dans le mode de vie de l'humanité. On est toujours figé dans le déficit de contextualisation du mode de survie qui date de notre
de notre époque où on a vraiment dû se battre pour la survie matérielle constamment. On doit sortir de cela, c'est ça que je souhaite, pour entrer dans quelque chose qui est le mode de survie de l'humanité, qui pour moi est quelque chose encore à construire. On est loin de cela, mais quand on y sera, à mon avis, ça va être une réalité d'une beauté inimaginable. Pour moi, c'est en quelque sorte l'accès en quelque sorte au divin dans la vie de tous les jours, en quelque Mhm. sorte. Mhm. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est reconnecter finalement notre âme, notre véritable nature au corps pour l'incarner finalement ici, de réassocier finalement l'être et l'humain. Oui, en quelque sorte, pour moi, c'est de entrer dans un mode de vie qui, pour moi, celui des animaux, hein. Je dis toujours que les animaux, ils ont peut-être, probablement, une réalité de vie spirituelle tous les jours, hein, parce qu'ils ne se posent pas toutes les questions qu'on se pose, ils n'ont pas un ego qui nous torture, qui nous fatigue, hein, et qu'on arrive à un moment donné d'entrer dans un mode de vie en tant qu'être humain autoréflexif, capable de réfléchir sur son sort, mais en étant complètement connecté à ce qui est là autour de nous, hein. Et pour moi, c'est ça l'idée de base, de ce que j'appelle une spiritualité séculaire. On n'a pas besoin d'une religion pour ça, on a juste besoin de cultiver une approche de la conscience, hein, que j'appelle la culture de conscience, qui nous permet d'être en contact avec nous-mêmes et avec le monde. Et si on a réussi de faire cela, on entre dans quelque chose que j'appelle une sorte de mode de vie euh, quasiment spirituel. Être un peu plus humain parmi les humains. Voilà. Hmm. Je vous remercie profondément. Dernière petite question. Pour vous, c'est quoi la psychiatrie intégrative? Ouais, comme le mot intégrative le dit, il s'agit de l'intégration. Et intégration, ça veut dire je, je me donne la possibilité, je cultive d'être en contact avec toutes les parties qui sont là à un moment donné, qui me concernent, hein. Il n'y a pas une partie que je mets de côté, il n'y a pas une partie que je supprime, il y a une partie que j'essaie de monter sur un piédestal, hein, l'ego, hein, toutes mes réussites, mais je suis juste en contact avec toutes les parties de ma réalité du moment qui sont là, hein, sans en faire un drame, sans se victimiser, comme je dis, s'identifier avec quoi que ce soit. Et en quelque sorte, quand on fait ça, on est en contact avec soi-même et on est dans le mode de vie. C'est ça que comme ça, je le vois. Et donc, il s'agit, intégration, c'est rien d'autre que de sortir de l'état dissociatif de la séparation et de la scission. Donc, c'est l'opposé de la dissociation. Hmm. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a échangé là maintenant? Euh, Peut-être c'est juste de vraiment encourager les gens à oser voir de ce qui est, hein. Et c'est pour moi aussi de renouer avec la culture, avec l'idée des Lumières, hein, du XVIIe siècle, hein, où il y avait tout cet élan de dépasser la superstition, hein, tout le dogmatisme du passé et de développer une approche basée sur la raison, hein, mais c'est aussi se reconnaître soi-même comme l'entité, donc l'être humain, comme sa compréhension, comme la plus grande autorité de compréhension épistémologique, hein, à savoir que personne peut remplacer les choses que j'ai compris moi, hein. On peut pas, bien sûr, je peux m'inspirer des choses que je vais lire, je vais entendre, mais au final, c'est à l'individu de établir sa propre compréhension de ce qui est juste et faux, hein. Et pour moi, c'est aussi cette idée des Lumières de augmenter l'autonomie de l'individu et de l'amener à une réalisation d'elle-même. En quelque sorte, je parlais de spiritualité séculaire, c'est un peu de retourner dans l'état du paradis, en quelque sorte,
où on avait à un moment donné mangé de la pomme, hein, pour comprendre ce qui est juste et ce qu'il faut, qu'est-ce qui est le mal et qu'est-ce qui est le bien. Et au final, les psychédéliques et la culture de conscience amènent à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire, de quelle manière je dois nourrir ma conscience personnelle pour comprendre qu'est-ce qui est important pour moi, qui je suis et de quelle manière je veux vivre ma vie, hein. Et dans ce sens-là, je vois ça dans la tradition des Lumières. Et je souhaite, en quelque sorte, encourager et stimuler aussi le discours intellectuel de notre culture pour qu'on arrive à réactiver ces principes des Lumières encore aujourd'hui. Parce qu'au cours des dernières 200, 300 ans, on a un peu perdu ça et on est un peu sombre et aussi dans un dogmatisme matérialiste, et aussi un dogmatisme de la science, hein. La science qui prétend on sait tout et seulement ce que la science a évalué est réel, et la compréhension et l'expérience du sujet n'a pas d'importance. Et pour moi, c'est un peu une contradiction par rapport à l'idéal des Lumières. Et moi, je souhaite qu'on réactive un peu l'idée des Lumières et la tradition des Lumières. Merci beaucoup en tout cas voilà, de ce beau moment et est-ce que votre ouvrage sera bientôt en français parce que je pense que c'est vraiment il y a une version française qui est prévue prochainement ou pas parce que pour l'instant on le trouve en anglais et en allemand. Oui, en effet, c'est un souhait très cher à moi de pouvoir publier ça aussi dans le langage français. Je travaille intensément là-dessus. Je suis en contact avec une maison d'édition et j'espère que ça va se réaliser pour la fin de l'année. Mais dans tous les cas, ça va être publié tôt ou tard en français. Ça va se faire. Hmm. Pour moi votre ouvrage il est d'utilité publique hein, réellement. Voilà, et je vous Merci. remercie vraiment parce que ouais, et je sens une émotion quand voilà quand je dis ça parce que je sens ouais la justesse derrière ça et bah merci voilà pour le travail que vous nous offrez. En tout cas, merci à vous pour votre feedback qui m'honore. Je me sens touché aussi de mon côté et je souhaite vraiment que le public puisse s'informer sur ces problèmes et ces perspectives de guérison aussi, c'est ça. Et que je vous remercie beaucoup de contribuer, vous, à votre manière à ce projet-là. Merci à vous.